Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir. On a une petite heure pour discuter d'un sujet qui mérite débat, qui mérite beaucoup de réflexion et on va essayer d'y répondre avec un panel des sections que je vais pas tarder à vous présenter. La question d'aujourd'hui, c'est la haute couture ou le prêt-à-porter pour faire de la cyber. C'est ce que déclarait Vincent Strudel, le directeur général de l'ANSSI, lors du forum InCyber de l'année dernière. Il disait en ouverture du forum, la démocratisation de la cybersécurité, en particulier auprès des PME, est un enjeu crucial car elles sont souvent vulnérables aux attaques malveillantes en raison de ressources limitées et d'un manque de compétences spécialisées. Il proposait que l'intelligence artificielle pouvait jouer un rôle essentiel pour répondre à ce besoin en offrant une solution abordable pour renforcer la sécurité des PME, en automatisant certaines tâches et en comblant le manque de compétences en cybersécurité. Alors, les questions découlent. Quelles fonctionnalités spécifiques peut-elle apporter pour protéger efficacement les PME contre les menaces en ligne ? On fait allusion à l'IA qui venait l'évoquer. Quelles solutions concrètes peuvent être mises en place, par exemple, pour lutter contre le phishing en sécurisant les messageries ? Il y a 1000 formats de réponses possibles, vous le savez tous. Peut-on envisager de créer un RSSI virtuel ? Question pertinente à base d'IA pour les PME, permettant une gestion automatisée de leur sécurité informatique. Alors, pour rappel, la haute couture, c'est une cybersécurité à façon, c'est de la configuration spécifique, c'est adapté à un métier, à un environnement atypique. Donc c'est quelque chose qui est généralement non reproductible, qui est designé avec un niveau de sachant extrêmement fort et pas forcément très bien réglementé ni conformé. On le verra un petit peu plus tard. Alors que, et puis évidemment, c'est plus cher. Parce que le spécificité, le sur-mesure demande toujours un coût complémentaire. Le prêt-à-porter, lui, c'est une cybersécurité de masse. C'est une configuration identique pour tous. Les risques sont couverts d'une manière totalement identique avec les mêmes modes opératoires. Et ça répond à une menace couverte sur des applications standards et identiques à tous. Alors, pas besoin d'exploitants connaissant le client ou le métier, parce que c'est quand même plutôt bien industrialisé aujourd'hui, surtout avec les outils next-gen. Et du coup, c'est moins cher. Alors, les deux peuvent être tentants. Pour pouvoir dérouler un petit peu la question, les questions, on a vraiment la chance d'avoir un grand panel, et je dis pas ça que pour les flatter, parce que vous allez voir que la culturation de chacun d'entre eux va être très complémentaire pour essayer de trouver une issue permanente. Lumna Duluc, bonjour, et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes spécialiste de l'information et actuellement directrice du CLUSIF. Dites-moi si je me trompe, Association de promotion de la cybersécurité, et je crois que vous êtes en cours de reconnaissance d'utilité publique. Il serait temps. Vous êtes également membre du conseil d'administration de l'AFNOR. Non, j'ai pas ça. Non, de cybermalveillance, pardon. Voilà, c'est ça. Et du comité stratégique numérique de l'AFNOR. Voilà, j'avais à moitié faux. Et vous êtes auditrice de la première session nationale de l'IHEDN, majeure souveraineté numérique et cybersécurité. Et vous avez notamment préfacé l'ouvrage TPE et PME, les oubliés de la cybersécurité. Les questions dont on va débattre là concernent évidemment essentiellement le secteur des TPE, PME et pas spécifiquement les grands comptes qui ont des besoins très différents. François Lerec de Track Solutions, bonjour. Ah, t'es là, pardon. Bonjour. T'es là tout à l'heure, oui. Ça bouge. Dites-moi quand vous oui, voilà, c'est. Alors, François, dans le monde, alors, ça fait 25 ans que vous exercez dans le monde du conseil et vous êtes l'un des auditeurs français les plus expérimentés sur l'ISO 27001. Je crois que depuis 2008, vous avez plus de 600 jours d'audit. Ce qui n'est pas rien. Vous êtes actuellement président de Trax, agence de conformité numérique, spécialiste de l'accompagnement aux certifications, justement, ça on le comprend. Alors du 22301, du 27001, du 27701, de l'HDS, il y en a tout un tas, avec plus de 200 certifications obtenues et maintenues par vos clients et qui regroupent un écosystème de plus de 35 experts, quand même. Le sujet de la conformité, c'est quelque chose qui est vraiment dans votre ADN et on va aller chercher chez vous quelques éléments de réponse par rapport à ça parce que la conformité, c'est pas forcément de l'agilité. Laurent Petit, vous êtes le RSSI d'Everial. Bonjour Laurent. Depuis 2023, vous êtes tout neuf chez Everial, mais vous êtes tout vieux dans le monde de la cyber. Vous êtes membre du CESIN, vous faites partie du groupe Nice 2 et vous êtes administrateur d'une association, ladira.org, en région Rhône-Alpes et vous travaillez énormément à la sensibilisation et à l'éducation dans le secteur de la cybersécurité pour les TPE et les PME. Sébastien Viou, on vous présente plus. Bonjour. De Storm Shield. Vous avez plus de 20 ans d'expérience dans la cybersécu. Vous avez été chez des intégrateurs, des opérateurs et des sociétés de conseil. Vous avez travaillé aussi bien pour des infrastructures critiques que pour des PME locales. Au sein de Storm Shield, vous êtes cyber-évangéliste ainsi que directeur cybersécurité et management du produit. C'est bien ça ? C'est ça. Et vous contribuez au développement des produits ainsi que de l'image de confiance de l'entreprise auprès de vos partenaires et de vos clients.
Gaëtan Poncelin de Roucault, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure et ingénieur en chef des mines. Vous êtes actuellement sous-directeur adjoint de la stratégie à l'ANSSI depuis septembre 2021 et vous étiez auparavant adjoint au sous-directeur du contrôle de l'AFA, l'agence anticorruption, en chef du département du contrôle des acteurs économiques ainsi que des fonctions d'expertise et d'encadrement à la DG, entreprise à Bercy pour faire court. Est-ce que j'ai tout bon, tout juste? Bon. Je ne suis plus adjoint depuis quelques mois, mais... D'accord. Pardon pour l'écart. Alors, vous l'avez compris, on a un panel avec un usage d'experts, de la prise à partie pour la sensibilisation au global. On a la chance d'avoir un acteur de l'ANSSI qui connaît bien le terrain. On a un constructeur français, ça a souligné, qui a eu des très très bonnes remarques dans la préparation de ce débat. Je vais commencer, Lumna, par vous interviewer maintenant. C'est vous qui ouvrez le débat. Dans les conditions qui définissent la haute couture cyber versus le prêt-à-porter, vous aviez dit l'humain est le maillon faible. Quelle modalité mettre en place pour éviter des conséquences plus ou moins funestes sur son travail et son organisation? Et vous qui avez une appointance pour la sensibilisation, vous en pensez quoi? Bonjour à toutes et à tous. La sensibilisation, comment dire, l'humain, c'est pas le maillon faible, c'est la sensibilisation et la manière de la faire qui est un maillon faible finalement. Parce que quand on regarde les formations que l'on fait aujourd'hui, quand les personnes rentrent en entreprise, elles répondent à des injonctions d'autorité, leur hiérarchie. Quand on dit à quelqu'un qu'il ne faut pas ouvrir une pièce jointe PDF ou cliquer sur un lien et que son obligation est d'ouvrir une facture ou de recruter des profils et des ressources et donc d'ouvrir des CV et des lettres de motivation de personnes qu'on ne connaît pas, finalement, peut-être que la sensibilisation devrait être un tout petit peu autre par rapport à la réalité du terrain. Donc, on se retrouve avec des personnes qui sont mal formées. Cette injonction. C'est pas une question d'être mal formé, c'est que on rentre chez soi. C'est un peu comme quand on va faire de la sensibilisation. Et est-ce qu'on veut rendre les gens plus sensibles? Non, on veut les rendre plus forts. Quand on va former et expliquer à des chefs d'entreprise, des chefs de PME qui sont tout à fait d'accord à la sortie de la conférence qu'effectivement ils ont un risque, mais quand ils rentrent chez eux, ils ont des problèmes d'URSSAF, de fournisseurs, de tous les sujets du quotidien, ils se retrouvent un petit peu coincés. Donc ils font une gestion de risque, ils font une analyse de risque dans leur quotidien qui est dans le concret, où la cyber ne remonte pas forcément en haut, même si régulièrement ils vont nous voir intervenir dans les médias quand il y a une fuite de données sur les bonnes pratiques. C'est des piqûres de rappel, mais c'est quelque chose qui est sur le long terme. Donc, on répond à des injonctions. On sait qu'on a des très bons élèves, des salariés, très bons élèves, qui vont répondre aux mails, qui vont avoir l'obligation d'ouvrir tous les mails, toutes les pièces jointes pour recruter les personnes, pour payer les factures. Et en même temps, on leur demande de faire très attention. Ce qui veut dire que, quelque part, les mauvais élèves, ceux que vous devez relancer par téléphone 3 fois ou leur envoyer un SMS pour avoir une réponse à ce que vous voulez, ces mauvais élèves-là, qui ne cliqueront jamais sur le lien de phishing que vous faites en test chez vous, vont pas être embêtés. Alors que le bon élève, oui. À vous entendre, on travaille tous dans un environnement miné, en fait. Oui, mais en fait, quand on fait les sensibilisations, on n'explique pas aux gens qui sont idiots parce qu'ils répondent aux mauvais messages. On essaye de leur expliquer que on va être tous à un moment ou à un autre vulnérables. On va être vulnérable parce que on est fatigué, on a peut-être un décès dans sa famille, un divorce, le petit dernier qui a pas fait ses nuits, 3 dossiers hyper importants, le patron qui appelle, enfin, on est sous pression. Cette pression-là nous rend vulnérables et quand on sait très bien qu'il ne faut pas cliquer sur le lien, c'est un peu comme quand on voit le danger. Malheureusement, on va le faire alors qu'on sait qu'il faut pas le faire. On y pense, mais on est sous pression. Donc il y a plein de choses à relativiser. Ça veut dire que il faut accepter ce risque et pas condamner et blâmer le bon élève qui va cliquer sur le mauvais CV parce que par définition, il connaît pas forcément la personne qui est en face. J'entends bien, mais parfois c'est pratique de taper dessus sur la scène publique parce que ça montre l'exemple aussi, le sacrifice. Oui, c'est plus facile. Oui, c'est facile de dire qu'on est plus intelligent que les autres, mais c'est pas ça, à mon avis, qui va permettre d'expliquer ça. Enfin, aujourd'hui, si on veut sensibiliser tout le monde, si on parle nous de cybersécurité comme enjeu d'intérêt général, oui. Il faut que toute personne, tout salarié, tout citoyen comprenne le risque, accepte cette part de risque, cette vulnérabilité qu'il aura. Ça sera un peu plus simple, même si ça ne sera pas une solution. Il faut quand même mieux l'appréhender. L'ingénierie sociale est donc une clé. Sébastien, en préparant la question, vous aviez 2 mots à ajouter à ça, je crois. Ouais, pour aller un poil plus loin, peut-être, faut pas oublier qu'on a créé l'informatique pour simplifier la vie
des gens. Alors, je vais rester dans la sphère professionnelle des collaborateurs. Et là, on parle d'humain qui est maillon faible. Dans une boîte, l'humain, il sert à quoi? C'est l'humain qui fait le chiffre d'affaires. Donc, c'est pas le maillon faible, c'est l'asset. L'asset est même petite qu'une application, qu'une base de données. Et donc, l'asset, évidemment, a des vulnérabilités. Ce qui est très bien dit, Lumena. Donc, de mon point de vue, c'est notre rôle, nous, experts, là, tous sur le salon, tous les experts que nous sommes, c'est notre rôle de proposer à nos collaborateurs un environnement sûr où on les protège. Je pense que, je vais prendre un exemple de la piqûre de rappel, mais la piqûre tout court que vous fait l'infirmière, moi l'infirmière, j'en ai rien à secouer qu'elle soit très forte à identifier un mail de phishing. Moi je veux qu'elle réussisse la piqûre et qu'elle me donne le bon médoc. Et c'est pas à elle de se casser la tête à apprendre de l'informatique qu'on lui demande d'utiliser pour faire son boulot. Ok, à vous entendre, donc la technologie serait un palliatif à la carence de la connaissance et de la formation? En fait, c'est pas une carence, on lui donne un outil. On lui donne un outil pour qu'elle travaille plus vite et qu'elle travaille peut-être mieux, en tout cas pour simplifier la vie d'autres personnes. Mais elle, son métier, c'est de soigner, c'est pas de faire de l'informatique. Donc l'outil, en tout cas, doit l'aider et pas la contraindre. Okay. Bon, donc la connaissance et le transfert de la formation restent un cas nécessaire, mais du coup la technologie va jouer un rôle quand même essentiel pour pouvoir justement permettre à l'utilisateur de ne pas se faire blâmer, de faire son travail à priori en sécurité et donc déminer l'espace de travail. Sébastien, Laurent, pardon, j'avais une petite question. Oui. Dans le cadre de votre association, vous abordez comment la sensibilisation par rapport à ça? Alors, il y a un point que je trouve intéressant dans ce que ça dit Lumina et puis de ce qu'on dit Sébastien, c'est que la sensibilisation, finalement, si on la ramène pas aux exigences du métier, ça sert à rien. Moi, en tant que RSSI, quand je dis aux gens qu'ils doivent être sensibilisés, c'est la panacée pour eux. Enfin, ils en ont rien à faire, très clairement. C'est 2h, 2h30 de temps perdu et on peut se poser la question du format. Est-ce que c'est la bonne façon de prendre les gens, de les mettre dans une pièce pour leur expliquer les choses? J'ai une vision un peu différente de la tienne, Sébastien. Pour moi, aujourd'hui, leur expliquer qu'on les sensibilise pour protéger l'entreprise, ça marche pas. Très clairement, les gens n'ont pas grand-chose à faire de leur entreprise, ils sont pas attachés à leur entreprise, et pour que ça puisse fonctionner, en fait, il faut les ramener à leur vie personnelle, à ce qui se passe dans leur vie de tous les jours. Dans l'entreprise, pour être très clair, j'ai de l'anti-spam de bonne qualité, j'ai des personnes qui sont là pour surveiller qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe mal, j'ai des personnes qui sont là pour éventuellement corriger s'il y avait quelque chose qui s'est passé et qu'on a détecté, par exemple, qu'une identité est compromise. Dans leur vie de tous les jours, c'est absolument pas le cas, et généralement, ce qui fonctionne bien, alors c'est encore une fois, c'est le retour sur la peur, mais c'est de leur expliquer. Moi, j'ai accompagné des amis qui se sont fait péter leur email, qui ont eu une usurpation d'identité, qui ont eu des crédits qui ont été pris à leur nom, et ensuite, quand il faut aller expliquer à l'organisme de crédit que non, mais c'est pas nous qui avons fait la demande, ça a été fait par un tiers. Oui, mais c'est bien votre adresse mail. Oui, mais si j'avais plus mon mail à ce moment-là. Et quand on ramène à ces éléments-là, en fait, il commence à y avoir une prise de conscience par rapport, en fait, à ce qu'est l'impact numérique. Dans la vie de tous les jours, moi je me balade très souvent, je fais des balades. On a appris parce que on a évolué, qu'on pose pas une tente au pied d'une falaise. Parce que il y a des risques de chute de pierre. On a tout un ensemble de bons réflexes qu'on a acquis dans le temps. Ces bons réflexes, ils n'existent pas dans l'informatique parce que les gens, il y a un électronisme qui existe très fort. Tu parlais de l'infirmière qui est là pour faire une piqûre et tu as complètement raison. Son métier, c'est de soigner les gens. Son métier, c'est pas d'être une spécialiste de l'informatique. Et donc, ça va être de faire toute la communication sur pourquoi elle doit pas être une spécialiste, mais elle doit avoir un vernis suffisant pour être capable de détecter un certain nombre de choses. Tu disais que l'humain, pour moi, c'est pas le maillon faible. Une attaque, c'est un cerveau d'un attaquant contre un cerveau d'un utilisateur. Et la dernière personne qui va empêcher l'attaque d'aboutir, c'est l'utilisateur. Donc on communique toujours sur cet aspect-là. L'humain n'est pas le maillon faible. L'humain, c'est la personne qui, au final, va être capable d'empêcher l'attaquant d'aboutir. Sinon, il l'aurait déjà fait. Il n'aurait pas eu besoin d'envoyer un phishing, il n'aurait pas eu besoin d'envoyer une pièce jointe corrompue. Et donc, quand on replace ces éléments-là, les gens se sentent beaucoup plus investis. Si on vous dit, vous êtes nul, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes le maillon faible, d'un point de vue cognitif, vous n'apprendrez pas. Et donc, on essaye de se rapprocher de ces éléments-là. En synthèse, sur cette question, pas d'alternative, le compromis de la techno et de l'awareness reste indissociable. On peut, en fait, aujourd'hui, à un moment donné, oui ou non, l'humain attaque et l'humain défend.
Donc, si on part du principe que ce sera toujours un humain qui va générer quelque chose, même s'il utilise des moyens technologiques, l'IA est un formidable vecteur pour faciliter la fabrication de phishing. Au Japon, en ce moment, ils souffrent parce que jusqu'à présent, ils n'étaient pas beaucoup fichés, parce que faire des phishing en japonais, c'était excessivement compliqué. Ils souffrent parce que maintenant, les IA permettent de le faire, il n'y a pas de difficulté. Par contre, les humains qui sont là pour se défendre et pour se protéger, si on leur explique, ils y arrivent. Laurent, 99% des attaques sont dues à une erreur humaine. Ouais. Donc ça sous-entend d'abord que la technologie, elle n'est pas capable de compenser ce taux à la réduction, et qu'aujourd'hui, il n'y a que l'ingénierie sociale qui peut donc être le dernier maillon de la résilience d'une société. Je vais compléter. 99% des attaques qui ont abouti sont dues à une erreur humaine. Maintenant, on va regarder toutes les attaques qui n'ont pas abouti, qui sont dues ou qui ont été contrées par une action humaine, parce qu'on a bien configuré certains éléments de sécurité, ou tout simplement parce que les utilisateurs, par la sensibilisation, ont été capables de couper ces éléments. Celle-là, on les voit pas parce qu'elle n'impacte pas l'entreprise, donc c'est pas celle-là qui nous intéresse. C'est pas celle-là qui nous intéresse, mais encore une fois, la sécurité, on prend souvent l'image de l'oignon, c'est plusieurs couches. Qu'une couche vienne à faillir, c'est pas forcément très grave à partir du moment où j'ai d'autres couches derrière. Et donc aujourd'hui, tout notre travail en tant que RSSI, ça va être de nous poser nous dire, vous faites tous de l'analyse de risque, je pense. Si cette mesure vient à tomber, quelle est la mesure d'après et qu'est-ce qu'elle va me permettre de mettre en place? Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette approche-là. Pour moi, très clairement, si on veut augmenter l'awareness des collaborateurs, leur dire que quoi qu'il se passe, ce sont eux le problème, ça ne marchera jamais. Ah, ok, mais ça c'est une forme de communication c'est exactement pas privilégiée. On a tous des enfants, je pense que quand on leur explique qu'ils sont pas gentils, qu'ils sont pas bien, ils font pas les choses correctement, ils continuent. Si on est si on leur amène un peu plus de valeur, si on leur montre ce qu'ils font bien, ça marche tout de suite. Ah, mais je suis complètement d'accord. D'ailleurs, Marley comprend tout avec la croquette, donc ça fonctionne aussi comme ça. Sébastien, dans la préparation de nos échanges, on avait évoqué le pragmatisme. Alors, vous disiez que beaucoup de pragmatisme en implémentant des actions surtout simples et pratiques. Très bien. Est-ce que le pragmatisme ne serait pas justement la haute couture, à contrario du prêt-à-porter, qui industrialise un modèle figé, répété et donc exposé? Alors déjà, moi, les croquettes avec mes enfants, ça marche pas. Oui, mais je parlais de Marley. Tu n'écoutes pas. C'est amusant là. Tu peux répéter? T'as dit figé. Alors oui, est-ce que le pragmatisme ne serait pas justement la haute couture, à contrario du prêt-à-porter, qui industrialise un modèle figé? Parce que quand on a Donc pour toi, le prêt-à-porter, c'est figé. Déjà, c'est. Quand je vais chez McDo, j'ai toujours le même burger, quel que soit le McDo dans lequel je vais. Alors quand je vais dans un restaurant gastro et que je commande un burger, il est toujours différent. Donc j'ai bien un burger dans les deux cas, mais dans un cas c'est toujours le même, et dans un autre cas il est toujours différent. Mais est-ce qu'il est figé pour autant? Est-ce que la recette change pas sans que tu le saches? Alors, la recette, avec d'autres fournisseurs, dans le gastro, et c'est justement ce que je vais chercher. Et tu parles aussi de répéter. Et le dernier mot, c'était exposer. Exposer. Je pense que je vais te prendre un exemple assez simple que j'ai eu il y a pas longtemps. Quelqu'un est venu me voir et m'a dit regarde, j'ai un nouvel algorithme de chiffrement là que je viens d'inventer. Il est super, il est résistant post-quantique et puis il est vachement plus simple que les autres. Donc il est venu me proposer quelque chose de sur mesure qui avait jamais été répété et qui est pas du tout figé. Et c'est marrant parce qu'il y a l'ANSSI à côté là qui me dit surtout vous utilisez IPsec DR, c'est quelque chose qui est figé depuis 15 ans et répété depuis des millénaires. Donc pour moi dans notre métier le côté alors figé avec quand même des petites variations de correction de vulnérabilité, figé, d'adaptation. Ça sous-entend qu'on a une adaptation qui est très faible. Bon, ok, voilà, on est d'accord. Et répéter, pour moi, répéter, c'est une garantie de bon fonctionnement, c'est une garantie de fiabilité, de robustesse dans nos métiers. C'est pas pour autant qu'on peut pas avoir derrière des systèmes adaptatifs. Je pense à la threat intelligence. Tu peux avoir un moteur de détection qui est figé, qui est répété, et tu sais qu'il est efficace. Pour autant, tu l'alimentes avec des données en continu. Et ça, c'est à la fois figé, et à la fois évolutif, et à la fois, ça reste du prêt-à-porter parce que t'as rien à faire. C'est quelqu'un d'autre qui te l'alimente, ton moteur. Ce sont des experts, ce sont des professionnels. Je te donne un autre exemple. Est-ce que tu vas préférer acheter un véhicule qui a été construit par quelqu'un dans son garage à partir d'un kit en bois, ou est-ce que tu vas aller chez Renault, Peugeot, dans des usines où tout est collé, répété, figé? Je pense que tu auras plus confiance dans les freins de ta Renault que dans les freins du monsieur qui a construit la voiture dans son garage. Donc t'as vraiment cette notion de qualité, cette notion d'éprouver, cette notion aussi de collecter les expériences passées. On va parler de la route d'Heming, mais l'amélioration continue dans nos métiers, c'est indispensable. Et quand tu es sur du prêt-à-porter, tu améliores en continu ton système, tu améliores en continu tes protections, tu améliores en continu ta qualité, encore une fois. Oui, mais on n'a pas tous les moyens de se payer du prêt-à-porter. Du coup, il va falloir concilier un peu les deux.
Non, justement, le prêt-à-porter, t'as les moyens. C'est moins cher. Une TPE, elle n'a pas forcément les moyens d'avoir du prêt-à-porter, d'avoir du conseil. Tu confonds pas avec le sur-mesure, là? Ah non. Ah oui, Le pardon, sur-mesure, c'est plus cher, hein. Tu vois, Oui, mais du coup, je t'ai eu. Donc, du coup, le prêt-à-porter, en plus, c'est moins cher. Excusez-moi l'amalgame. En plus, il est moins cher parce qu'il est industrialisé. C'est beaucoup moins cher d'acheter un vélo qui est fait à la chaîne que quelqu'un qui fait ton vélo sur mesure. Pour tous ceux qui cherchent des vélos, vous l'avez constaté. Donc, pour moi, tu as tous les avantages dans le prêt-à-porter, à la nuance que, effectivement, il y a des cas particuliers où le prêt-à-porter n'est pas adapté parce que l'applicatif n'existe qu'à un endroit, il a été fait sur mesure et donc ton prêt-à-porter va pas s'adapter. Et encore une fois, c'est vraiment très rare. Ça reste du... Je pense que dans la majorité des cas, le prêt-à-porter suffit avec la petite adaptation, comme tes ourlets de pantalon. Et voilà, tu fais ton petit ourlet et ça fonctionne. D'ailleurs, tu m'avais remarqué que tu me disais justement que moi je vends le même firewall, que ce soit pour faire de la haute couture ou du prêt-à-porter. La seule chose qui va changer à l'intérieur, ce sont les réglages. C'est ça. Donc ça, le pragmatisme, c'est que quelque part on a le même produit. C'est ça. Et ce qui va faire sa différenciation, c'est son usage en fait. C'est ça. Et surtout, dans le produit que tu as pour ta PME d'avocat, tu hérites aussi de tous les besoins qu'ont eu les grandes banques, les grands comptes critiques de la défense. Moi, les demandes que j'ai dans la défense, je les intègre à mon firmware. Et le firmware, il est accessible à tout le monde. Et donc, la qualité du chiffrement, la robustesse, la threat intelligence aussi, la protection que j'apporte au très grand, je l'apporte aussi au tout petit. Et c'est ça c'est ce que je disais tout à l'heure sur la sensibilisation. Leur métier, eux, c'est d'être avocat, c'est d'être dentiste, c'est d'être médecin. C'est pas de faire de la sécu. Et nous, notre rôle, notre devoir, même notre mission en tant que société, c'est de protéger tout le monde. Fais attention, je crois qu'il y a quelques avocats dans la salle. François, vous qui mettez en place des gouvernances dans les règles de l'art, comment est-ce que vous conciliez l'aspect humain dans vos actions et la rigueur de vos gouvernances et de vos conformités? Alors, le facteur humain est très important. La culture dans l'entreprise, ce que je constate dans tout ce qui a été dit là, pour moi, les leviers de l'efficacité des sensibilisations de la cybersécurité, c'est quand même donner du sens et faire prendre conscience aux gens. Il y a plusieurs types de populations. Si on prend des TPE, des PME, il y a les patrons. Les maintenant, on a parlé. Ils ont plein de risques à gérer, plein de choses à gérer, et pas que la cybersécurité, mais c'est quelque chose qui peut aujourd'hui être très conséquent. Et puis il y a le reste des collaborateurs qui ont été évoqués. Dans notre métier, nous conseiller les entreprises. Alors parfois pour des certifications, puisque les marchés ou les clients parfois les demandent, les imposent. On en avait parlé, France. On y va rarement par plaisir ou par vocation. Ou que ce soit pour utiliser ces outils-là pour trouver son cadre de gouvernance de la sécurité en conformité plus ou moins. C'est très important de donner du sens. Pour moi, une TPE, une PME va évidemment avoir du mal à se payer des solutions sur mesure. Et on peut mettre le conseil dedans. Nous, notre approche, c'est d'aider l'entreprise à faire son introspection pour pas se tromper sur ses risques. Si elle est dans un cadre où elle a des risques communs et qui peuvent être traités par des solutions prêtes à porter, techniques, puisqu'il n'y a pas que la technique, il y a aussi l'humain, tant mieux pour elle, mais au moins elle en est convaincue, elle se l'approprie, elle prend ses décisions et elle peut ensuite le gérer. Mais vous l'accompagnez comment concrètement? Ça se passe comment? Alors nous concrètement, dans nos démarches, on fait un état des lieux. Rapidement, François, hein, rapidement. Hein, parce oui, que ça peut durer. On fait un état des lieux, mais sans être exhaustif. Le but, c'est déjà de dire, regardons tout ce que vous faites en sécurité, même si vous pensez pas que ça trait à la certification ou quoi que ce soit. Parce que vous ne pouvez pas nous dire que vous ne faites pas de la sécurité aujourd'hui, ça voudrait dire que vous faites tout ce qu'il faut pour que vous soyez le plus vulnérable possible. Donc on regarde déjà l'existant, on regarde ce qui a été fait, on regarde comment ça a été fait, et ensuite on essaie d'adapter ça en le confrontant à un cadre qui va permettre d'être homogène. L'efficacité de la sécurité par rapport à des objectifs sera d'autant plus efficace qu'elle est homogène, sinon elle sera toujours du niveau du maillon le plus faible. L'analogie que je prends souvent, c'est qu'un château fort à 3 côtés avec des murs très fortifiés sur 3 côtés, ça marche pas trop. Et puis les dégâts des eaux, ils viennent toujours à un endroit où la fuite peut aller. Donc il vaut mieux effectivement considérer tout ça et repartir de quelque chose qui a plus de chances de faire sens pour les personnes. Et un patron, à un moment, il sait ce qui est vital chez lui et il sait ce qui est éventuellement exposé à l'informatique. Et c'est comme ça qu'on travaille. Du coup, vous faites du sur-mesure à chaque fois? Dans le conseil, on fait nous que du sur-mesure, mais pour qu'effectivement ça puisse rentrer dans les ressources d'une entreprise, on fait des actions très chirurgicales, très précises. Donc on accompagne sur la durée
mais en fait on transfère et on les aide à travailler par eux-mêmes sur leur sujet et on les débloque quand il faut, plutôt que de faire des accompagnements au long run, en régie, avec des coûts très très... On vient vraiment doser, c'est plus une forme de coaching, de partenariat, sur lequel ils ont la main, et c'est eux qui éventuellement nous appellent en complément, mais dès qu'ils sont mûrs, ils reprennent la main, ce qui leur permet de garder des ressources pour pouvoir acheter du prêt-à-porter et leur solution. En synthèse, à chaque fois que tu vends Clio, tu dis que celle-là elle est spéciale parce qu'elle a une option que les autres n'ont pas, quoi. Toute entreprise est différente, mais après, on s'efforce nous aussi dans notre métier par des normes qui sont aussi des travaux d'experts entre pays éprouvés, d'utiliser ces leviers-là pour arriver plus vite au Pareto ou à la bonne vision des caractéristiques de sécurité qu'il faut mettre en œuvre dans une entreprise. Une TPE peut avoir des risques très spécifiques, une grande entreprise peut avoir des risques très classiques. Mais évidemment, dès qu'on a réussi à démontrer qu'on est dans un cadre où on peut avoir du prêt-à-porter, c'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir savoir quoi acheter, quoi faire et en gérant ses risques. Gaëtan Poncelin-Drocourt, vous avez dit en préparant la table qu'un grand nombre de la cybersécurité n'est pas nécessaire pour s'assurer une expertise exceptionnelle. J'avais retenu cette phrase-là. Est-ce que c'est pas reconnaître que les acteurs européens, toujours plus petits que les gros américains, sont donc tout aussi bons, pour ne pas dire meilleurs, et peut-être moins prêt-à-porter derrière nous? Alors, moins prêt-à-porter, je ne sais pas. Je pense qu'on a aussi bien des acteurs au niveau européen qui sont capables de faire du prêt-à-porter que de la haute couture, que des acteurs outre-Atlantique, outre-Manche, ou bien plus loin à l'Est, en Asie. La question, c'est, quand on doit acheter une solution, quand on doit acheter une prestation de conseil, est-ce qu'on veut acheter un nom ou est-ce qu'on veut acheter quelque chose qui correspond à notre besoin? Et en cyber, et c'est vrai pour la plupart des risques en fait, le nom, c'est bien, c'est sympa, j'ai un beau costume Gucci, mais en fait, j'ai pas forcément besoin de porter du Gucci. Le bespoke, ça marche très bien, les noms sont pas connus, mais il y a aussi du prêt-à-porter qui est de très très grande qualité. Donc la question n'est pas d'acheter le nom, la question est d'acheter quelque chose qui correspond réellement à mon besoin. Je vais vous dire un grand secret qu'on a à l'agence, il est tellement secret qu'il est public. Si vous regardez les noms des prestataires qu'on certifie, qu'on qualifie au niveau de l'agence, des solutions qui sont également présentes sur les sites de l'agence, il n'y a pas beaucoup de grands noms. A priori, si on le trouve sur les sites de l'agence de l'autorité nationale, c'est qu'ils sont pas mauvais. Enfin, en tous les cas, j'espère, sinon on s'est planté. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais je ne crois pas que vous soyez planté, non, a priori. Lumna, lors des échanges, vous avez souligné le respect de la culture de l'entreprise. Vous vous souvenez? Attention, je vais poser ma question, accrochez-vous. Comment fait-on pour concilier la ressource et l'exigence qui nécessitent des grands moyens? Parce que c'est quand même des ruptures de zones de confort importantes pour les organisations que d'aller adopter tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité de proposer justement du prêt-porté pour que ce soit plus simple et que ça aille plus vite? Alors, je suis totalement en phase avec ce qui a été dit précédemment, parce que acheter du prêt-à-porter qui n'est pas utile ou de la haute couture qui n'est pas utile, si je reprends les vêtements, acheter un short en plein hiver, ça sert à rien, même s'il est Gucci. Donc il faut faire peut-être une analyse de risque. Pour le coup, une analyse de risque, c'est quelque chose qui est du sur-mesure forcément, parce qu'on a tous des métiers différents, il faut les comprendre. Là, on parle dans le vague, une PME. Je pense que c'est notre grand travail, c'est de comprendre cette culture de PME, de personnes qui ne sont pas dans la salle, qui ne sont pas au FIC. C'est toutes les entreprises qui ne sont pas encore aujourd'hui dans le maillage. Ça va arriver au fur et à mesure, mais franchement, quand on a la chance d'avoir quelqu'un en PME qui s'intéresse et qui se pose la question entre le prêt-à-porter et la haute couture, c'est qu'elle est déjà bien dans le système. Elle sait qu'elle doit porter des vêtements. Elle connaît déjà le roi est nu. Les habits neufs du roi, ce sont des PME qui n'ont pas de vêtements et qui doivent choisir des vêtements. La question, elle est là. Faut s'habiller pour l'hiver et pas dans la mauvaise expression du terme, ou que ce soit pour l'été. Et il faut prendre des vêtements adaptés à la saison et au risque. Et voilà. Donc c'est ça le fond du sujet. Comprendre l'entreprise, on parlait des avocats tout à l'heure, c'est très bien de prendre des outils de chiffrement pour un avocat, ça semble logique, analyse de risque, il y a des données qui sont confidentielles. Tout le monde n'a pas des données confidentielles. La grande entreprise de plomberie qui est à côté, qui emploie plein de gens qui sont sur le terrain, ils ont peut-être pas les mêmes besoins que quelqu'un qui est dans un bureau derrière un ordinateur et qui gère des chiffres confidentiels, enfin des données. Sauf si elle fournit les robinets pour la centrale nucléaire d'à côté. Et ben voilà, donc ça veut dire qu'il faut faire une analyse de risque et savoir ce que l'on fait. Et des fois, c'est aussi faire prendre conscience que les chefs d'entreprise de PME, elles ont zéro budget.
elles ont 0 personne pour le faire, et elles ont 0 priorité. Et elles sont pas au FIC, et elles connaissent pas le FIC, ou les assises, ou tous les événements qui se sont créés. Alors on peut se dire qu'il y a quand même plein d'événements, plein de structures qui se créent. Bon, c'est bien, il y a une bonne, un bon mouvement. Pour autant, il faut que ça rentre. Et quand je disais tout à l'heure que j'ai beau le dire, et pas toute seule, hein, on est plein à faire des conférences pour sensibiliser tout le monde, toute strate, tout métier, tout corps, etc. Le quotidien arrive derrière. Et donc, il faut rentrer dans un axe précis. Quand on parle de culture d'entreprise, il faut vraiment comprendre ce qu'il fait pour taper au bon endroit, pour être concret, pour être positif dans la sensibilisation et l'appropriation du métier, et pas se dire que la chose la plus simple va être la plus accessible si on tape à côté. En l'occurrence, l'avocat a une spécificité, l'expert comptable en a une autre, le plombier en a une autre. C'est pas qu'une question de faire des produits avec un discours marketing, qu'il y a un très bon référencement pour Google pour se dire que le patron va chercher ça, le chef d'entreprise va chercher ça et va trouver sa solution en prêt-à-porter pas cher, parce qu'il y a tout le travail d'acculturation de se dire qu'il va falloir qu'il se dote, qu'il alloue un budget dessus. Et que c'est pas qu'une charge. C'est très juste, mais on est dans une situation où le marché est devenu extrêmement opportuniste. Hein. On a des gens qui posaient des câbles électriques et qui aujourd'hui font de la cybersécurité. Ont-ils la légitimité de continuer à poser des câbles ou celle de faire de la cybersécurité? Et c'est ça qui crée cette confusion, en fait. Et c'est pour ça qu'on se pose la question, prêt-à-porter, quelque part, on est sur les opportunistes qui vont proposer des solutions de masse et qui sont parfois extrêmement performantes, comme l'a souligné l'ANSSI, mais à d'autres moments, on a affaire quand même à de plus en plus d'opportunités de rencontrer des technologies qui sont d'une manière marketing extraordinairement bien présentées et très bien vendues, comme le fait si bien Coca-Cola, mais ça reste derrière des produits qui n'ont pas du tout les efficiences qui... La théorie, c'est un très très beau pays, la pratique, c'est autre chose. Il y a quand même un petit sujet, c'est que quand on dit qu'il faut regarder le besoin que l'on a, faire une analyse de risque, acheter des outils sur étagère, on en trouve plein. Acheter tous les outils qui ne servent à rien, ça va pas plus vous protéger. Faut pas que ce soit un outil patte de lapin. C'est comme si on prenait un RSSI patte de lapin. J'ai un RSSI, plus rien ne va m'arriver. Moi, j'ai un exemple qu'on a eu au Clusif d'un RSSI qui est arrivé dans une PME, donc une entreprise qui décide d'investir sur le sujet, donc il prend quelqu'un et au bout d'un mois et demi, le convoque pour lui dire depuis que vous êtes là, on n'a que des incidents. Non, vous les voyez. Donc il faut savoir comprendre un peu les métiers, le pourquoi. Enfin, c'est un travail de fond et c'est pas évident d'aller dans ce petit maillage. Par chance, les problématiques qu'on entendait par les grands groupes avant, la problématique des rançongiciels, ça va pas tomber sur moi. Puis on voit que ça tombe sur les copains. Le maillage descend de plus en plus. Donc il va falloir se poser tous la question, oui. À vous écouter, je reviens à la question prêt-à-porter ou de couture. Il faut pas oublier ce fil. Hein. Je vais parler des vêtements. Non. C'était bien vu. La démarche, c'était essayer de trouver le verbatim avec vous 5 qui permettent de dire à notre auditoire, j'ai à peu près compris le sens de la démarche dans l'identification de quelque chose qui serait du prêt-à-porter ou de la haute couture. Sébastien l'a dit, moi je vends le même produit, c'est l'usage qu'on en fait qui fait que ça peut être de la haute couture ou ça peut être du prêt-à-porter. Donc, quelque part, on a le même steak haché, c'est la sauce qui va changer. Si on reprend l'analogie avec le hamburger. D'un autre côté, on n'arrête pas de dire que la sensibilisation est déterminante. D'un autre côté, j'en ai un qui fait de la gouvernance et qui met en place des principes et des règles qui n'ont pas forcément de l'agilité. Et j'ai une autorité de régulation cyber qui est l'ANSSI, qui va proposer tout un ensemble de référentiels qui sont de plus en plus, destinés aux PME et aux TPE, parce que la directive Nice 2, et vous allez y venir tout à l'heure, va les obliger de se conformer avec des principes de sécurité qui sont aujourd'hui imposés à des grands comptes, ou qui sont des OIV ou des ESE. Alors c'est très bien pour la résilience au niveau national, mais ça va être très compliqué pour ces petites structures ou ces moyennes structures. Comment est-ce que je rassure ces organisations-là, qui n'ont pas forcément un RSSI parce qu'elles n'ont pas la dimension? Je prends une boîte de 150 personnes, elle n'a pas de RSSI, elle a généralement un patron d'exploitation, un ou deux tech, un partenaire qui les aide de temps en temps, qui est le SN du coin, et ça se limite à ça. Comment on fait passer le message? C'est pas obligatoire d'avoir un RSSI. Enfin, je crois pas. Hein. Non, mais un expert qui a un minimum de notions. Est-ce que c'est un expert qu'on doit avoir ou est-ce que c'est tout le monde qui doit prendre en charge? Je pense que c'est quand même beaucoup plus simple de parler de cybersécurité dans une entreprise avec un tout petit nombre que dans un grand groupe pour être sûr de toucher tout le monde, parce qu'on les croise beaucoup plus facilement, même s'il y a un peu de télétravail. Ça dépend des sujets. Enfin,
c'est une culture d'entreprise, c'est chacun qui doit aussi y contribuer, la résilience de la structure. Enfin, même si, tu le disais tout à l'heure, on n'est plus vecteur, on peut pas imaginer que tout le monde porte le poids de l'entreprise et se sent impliqué, etc. Plus on est dans des structures qui sont petites, c'est l'humain qui joue et c'est le fait de se dire qu'on va travailler avec c'est pas des collaborateurs, ce sont des proches du quotidien. On passe 8 heures au moins avec eux. Il y a quand même des interactions qui se font. Dans les entreprises PME, les grands groupes, en plus à l'international, c'est compliqué, les fuseaux horaires, les sites, etc. On peut imaginer des choses un peu plus constructives. On n'est pas obligé d'avoir un RSSI qui le pilote. Il faut que ce soit diffusé dans chacun des postes, mais utile. Comme pour les outils, il faut véritablement que chacun sache qu'est-ce qu'il a à protéger, qu'est-ce qui est primordial dans sa structure. Pour cette résilience-là, c'est le meilleur connaisseur de l'actif. On parle de knowledge management. Le savoir, c'est souvent ce que j'appelle moi l'or blanc, ceux qui étaient là depuis très longtemps, qui ont ces cheveux blancs et qui savaient fonctionner avant le numérique, presque. C'est cette valeur-là qu'il faut valoriser. J'entends. Donc ça veut dire qu'en tout cas, le message, il doit toujours être sur mesure et jamais en prêt-à-porter. Laurent, attention, la question est piège. Je vais vous mettre en opposition avec François et un petit peu avec Gaëtan Poncelin-Drocourt, vous allez comprendre. Vous m'avez dit qu'il fallait se concentrer sur l'atteinte de l'objectif, c'est-à-dire l'essentiel, et maîtriser les risques de sécurité de l'information plutôt que sur les méthodologies référentielles ou normes. Alors, on en revient à la notion de pragmatisme qui va effectivement parfois court-circuiter des processus de contrôle qui rassurent l'audit, mais qui sont dans business assez contraignants ou pas efficaces. Parce que le problème, c'est qu'il faut leur donner du sens dans un contexte opérationnel pour atteindre le meilleur équilibre des ressources allouées et du niveau de sécurité qu'on souhaite atteindre. Donc, il y a ce juste équilibre à les trouver. Est-ce que c'est pas contradictoire avec les recommandations? Et pardon, Gaëtan Poncelin-Drocourt, de provoquer comme ça la directive de l'ANSSI, mais c'est volontaire parce que les messages historiques de l'ANSSI sont destinés à des acteurs qui ont des experts. Et là, on s'adresse à des acteurs qui n'ont pas forcément d'experts, comme vous venez de le souligner. Est-ce que c'est pas contradictoire avec les recommandations, parfois rigoureuses, très formelles, et pas toujours, du coup, pragmatiques? Ouais, on va être... Moi, j'ai une vision très pragmatique des choses, en fait. Quand je parle avec des dirigeants de PME ou de TPE, même certaines ETI de taille pas forcément très très grande, généralement, si c'est des gens un petit peu jeunes ou même un petit peu moins jeunes, ils ont eu 2 heures de sensibilisation pendant toutes leurs années d'études sur ce qu'était en fait le risque cyber. Parfois même le risque cyber, ça n'existait pas parce qu'ils sont des cinquantenaires et on leur en a jamais parlé. Et aujourd'hui, en fait, ils voient arriver des personnes comme moi potentiellement qui leur disent le risque cyber existe et il faut le mettre en place. Et il faut savoir le couvrir parce qu'il y a un vrai risque sur la viabilité de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple très concret. Je suis arrivé au mois de juin chez Everial. J'ai fait mon premier budget. Mon DAF est sorti du coma il y a 2 mois à peu près parce que il n'avait pas compris en fait que la cybersécurité c'est pas un projet. La cybersécurité, c'est quelque chose qui est continu. On va avoir des projets à l'intérieur pour couvrir en fait un certain nombre de risques. Je reviens sur ce que tu disais sur l'analyse de risque. L'analyse de risque est un très bon outil pour en effet connaître la posture de l'entreprise. Quelles sont nos valeurs métiers, quels sont les événements redoutés, de quoi on veut se protéger, sur quoi on met vraiment le focus. On va créer des mesures pour se protéger par rapport à ça. Là, on aura des projets en effet. Mais globalement, l'année d'après, on continuera. On va remettre en question ce qui s'est passé. On va regarder si on a des événements qui montrent que nous avons eu des incidents par rapport à ces éléments-là. Et donc, on se concentre sur ces choses-là. Et finalement, l'analyse de risque, c'est ni plus ni moins que l'outil qui permet de fabriquer son budget et surtout de le justifier derrière au niveau des équipes financières. Les patrons d'entreprise aujourd'hui, en fait, commencent à aller là-dessus, ils commencent à comprendre, en fait, ces éléments-là. Quand on leur dit que, en investissant sur cette partie-là, on est capable de s'assurer que, on parlait de la sensibilisation, c'est souvent le premier levier qu'on peut faire, en fait, ça ne demande pas forcément beaucoup de temps, pas forcément beaucoup d'argent, et on peut commencer à mesurer assez facilement, finalement, les choses. C'est très efficace, de façon générale, de faire ça aussi. Pardon? C'est très efficace aussi de faire ça, de commencer par la sensibilisation. C'est très efficace, oui. Enfin, en tout cas, c'est quand on n'a pas de mesures, quand on n'a pas de moyens, quand on n'a pas grand-chose, on peut le faire tout seul en fait. Hein. On connaît, tu disais, sur des petits groupes, on connaît les gens, on discute avec eux, on connaît leurs problématiques à la machine à café, ils nous expliquent ce qu'ils font. Le rôle du RSSI, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Lumina. Je le sens, moi je le trouve, et forcément à juste titre, absolument essentiel parce que il y a besoin d'avoir un pilote, mais il y a surtout besoin d'avoir quelqu'un qui
est transverse, qui est polyglotte, qui parle les métiers de tous les métiers de l'entreprise, les métiers la langue du dirigeant, la langue des différents métiers, qui est capable d'aller parler avec des experts derrière, parce que il y a un moment donné, en fait, on sait pas faire, donc tout simplement, on va aller taper des prestataires, des gens comme Sébastien. Si je vais voir Sébastien pour lui demander, en fait, aujourd'hui du firewalling, je vais avoir un discours qui est technique. Il faut que je sois capable de le comprendre et de mettre en relation avec les bonnes personnes à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir s'en sortir. Je dis pas qu'il en faut pas, Ouais. qu'il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises de 100 salariés en règle générale. Enfin, il y a quand même encore des structures où ils ont l'externalisation de leur informatique. Ouais. Donc tout est externalisé, mais oui, si on en a un, c'est bien, mais il n'y a pas une obligation à en avoir un. Pour l'instant, j'attendrai de voir la transposition, mais pour Nice 2, mais pour l'instant, en effet, il n'y a pas besoin d'avoir un RSSI. Il y a en tout cas besoin d'avoir quelqu'un qui est capable de piloter, qu'il soit interne ou en externe. On peut en avoir besoin, il n'y a pas l'obligation. C'est le Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Et donc voilà, quand je parle à mon dirigeant, je vais être très égocentré sur cette partie-là. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il me demande, c'est on a discuté ensemble, on a refait l'analyse de risque, on a regardé quels étaient les principaux risques, de quoi on devait se protéger, et il m'attend sur cette notion de protection. Encore une fois, je lui vends pas le fait qu'on n'aura pas d'incident, c'est pas la réalité, c'est pas la vie. Je lui explique simplement que ce que l'on met en place nous permet de nous assurer que on aura un minimum de préparation. Et sur la partie, en fait, François, quand tu parlais en fait de tout ce qui était en fait conformité, moi j'y vois un gros intérêt. En tant que RSSI, je suis de passage. Et quand je suis arrivé, j'ai découvert en fait une situation, et le fait d'avoir des procédures, le fait dans une démarche de conformité en fait m'a aidé, parce qu'en fait il y a des règles qui sont déjà écrites. Alors elles sont peut-être pas forcément connues par tout le monde, ça c'est un autre problème. C'est un problème de communication et de contrôle, mais en tout cas il y a des choses qui existent, et j'ai un fond documentaire sur lequel je peux me baser. Et je pars toujours du principe que on est tous de passage au sein d'une entreprise et on restera pas forcément. Là, tu es en train de nous dire que, pour le coup, les référentiels de l'ANSSI, parce que c'est bien de les utiliser, qu'on connaît tous et qu'on utilise tous, constituent autour de toi un socle élémentaire qui est facile à respecter et complètement opérable, y compris dans une PME. Ouais, là je vais pas, enfin c'est pas pour passer de la pommade à l'ANSSI, mais le guide des bonnes pratiques, quand on sait pas vraiment vers quoi partir, il est quand même très très bien écrit. Il est bien vulgarisé, oui. Et à minima, en fait, c'est une bonne base. Ensuite, quand on grandit, on se rend compte qu'il y a 27002, qu'il y a plein de choses, enfin il y a plein de référentiels, plein de frameworks sur lesquels on peut se baser. Et ça sera adapté en fonction de l'entreprise, en fonction de l'actionnariat aussi, parce qu'il peut impacter un petit peu sur certaines choses. Mais à minima du minima, les entreprises qui ont un risque cyber, poser la question si toutes ont un risque cyber ou pas, mais celles qui estiment qu'elles ont un risque cyber, elles ont des documents sur lesquels se baser pour mettre en place un minimum de choses. Et c'est Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Toutes les entreprises font de la cyber sans le savoir à un moment donné. C'est juste qu'il faut ramener les choses et les réécrire correctement. Gaëtan Poncelin de Rocourt, vous voulez ajouter quelque chose au propos de Laurent? Je retiens que ce qu'on écrit est finalement compréhensible. Je suis à la fois surpris, mais très bon rebond, plutôt très bon rebond. Ok. Sébastien, vous avez souligné qu'il fallait pas hésiter à se faire accompagner, ce qui n'empêche pas de rechercher à développer par ce biais son autonomie, sa maîtrise. Donc on va aller chercher du transfert de technologie et s'approprier ce qu'on vous donne. Alors la maîtrise de sa cybersécurité en externalisant de façon maîtrisée ce qui peut ou doit être. L'accompagnant représente un coût. Comment est-ce que vous pourriez valoriser le ROI pour convaincre l'entreprise de se laisser accompagner par un externe? Alors pour le coup, ça pourrait être du RSSI par intérim ou un accompagnement de changement. Plutôt que de le faire lui-même? Plutôt, il le fait pas lui-même parce qu'il ne sait pas le faire lui-même. Mais par contre, il faut qu'il aille chercher du budget pour dire je sais pas le faire et il faudrait le faire. C'est déjà une démarche assez audacieuse. Là, c'est un peu étrange là. S'il sait qu'il doit faire quelque chose, soit il va recruter quelqu'un, soit il se fait accompagner. Bon, comme il n'arrivera pas à recruter quelqu'un, il faudra forcément qu'il se fasse accompagner. Je prends les cas des PME de 200-300 personnes. Voilà. On a un responsable d'exploitation, ça fait 20 ans qu'il pose des serveurs et des applications. Il a jamais fait de cyber de sa vie. Ouais. Il sait que c'est un sujet qu'il va pas maîtriser. Il a besoin d'accompagnement. Donc, il a besoin d'aller chercher du budget. Comment est-ce qu'il va expliquer le bien fondé de ce budget en termes de ROI, pour pouvoir d'abord obtenir son enveloppe et convaincre son exécutif que c'est une nécessité, alors que jusqu'à présent, il ne l'a jamais fait? Alors déjà, je vais rejoindre là mes camarades. Si ça doit venir de lui, c'est qu'il y a un problème déjà. Ça doit venir du dirigeant, ça.
C'est le dirigeant qui maîtrise le risque de son entreprise. Sans forcément faire d'analyse de risque, le dirigeant, il sait que il a des risques d'accident du travail, qu'il a des risques de fuite d'informations, etc. Et qu'il a un risque de sécurité informatique. Tu penses qu'un responsable d'exploitation n'a pas la légitimité dans l'histoire de l'entreprise de dire à un moment donné, il va falloir qu'on gère le risque? Si, il a la légitimité de remonter le point. Après, la décision finale, c'est le dirigeant. Et pour moi, ça doit venir du dirigeant. Bon, oui, il faut le convaincre et qu'il lâche. Faut le convaincre. Non, enfin, s'il est pas, cette notion de faut le convaincre, elle me perturbe. Il faut s'il sait lire et qu'il regarde un petit peu la presse, qui est dans des groupes professionnels et qui parle avec ses collègues dirigeants d'entreprise. Normalement, il a quand même dû voir qu'il s'est passé 2-3 trucs. Donc pour moi, faut pas le convaincre. Par contre, après, une fois qu'il a mis son budget, la réalité, c'est qu'est-ce qu'il fait avec ce budget. Si on est d'accord que le sur-mesure va être, il doit recruter un RSSI. Bon, clairement, il n'aura pas les moyens de toute façon. Vu la pénurie de ressources, il pourra pas le faire. Aucun expert voudra aller bosser pour lui parce que ça aura pas assez d'intérêt pour l'expert. Et de toute façon, il devra forcément se tourner vers son prestataire, comme il le fait d'ailleurs pour gérer. Il se tourne bien vers quelqu'un pour acheter ses logiciels. Il fabrique pas son OS lui-même. Il l'installe rarement lui-même et il met rarement en cloud lui-même. La personne locale va plus s'occuper du quotidien, de la MCO, MCS éventuellement. Ce que j'entends, c'est que son partenaire, au prétexte qu'il vend de l'informatique en général, du serveur, de l'application, du réseau, il a la légitimité, lui aussi, à ce moment-là, de lui vendre de la cybersécurité. Est-ce que c'est pas justement mettre en avant l'opportunisme sur un métier qui nécessite, vous l'avez dit tous ensemble, être polyglotte, c'est-à-dire avoir une expérience pluridisciplinaire, une maîtrise de l'ensemble des enjeux et du contexte d'une entreprise qu'une ESN n'a pas forcément. Non, l'enjeu justement, c'est de ne pas rester fermé sur ce cercle d'experts qui seraient les seuls à pouvoir intervenir. La sécu, ça doit être partout. Le security by design, ça doit être partout. Et donc, oui, un prestataire qui hier faisait que installer Windows et le serveur Windows, aujourd'hui ou demain, il doit assurer la sécurité de ce qu'il installe. Je dirais même c'est sa responsabilité en tant que prestataire de conseil et que prestataire de confiance vis-à-vis de ses clients. Donc pour moi, ça doit être porté à ce niveau-là, c'est indispensable. Et j'ai envie de dire, le gars dans la PME, lui, il va hériter de ce savoir qu'on a tous partagé et sur lequel on a tous grandi. Il va en hériter grâce à ce prestataire. Et c'est comme ça, il y a que comme ça qu'on arrivera à lutter contre les cyberattaquants aujourd'hui qui, eux, sont hyper industrialisés. Ça, t'inquiète pas. Les malwares, tu peux les trouver partout. C'est pas du sur-mesure, c'est du prêt-à-porter. T'as juste à le lancer, ça explose tout. Tu me donnes une super transition. Ouais. T'en penses, Lindoncourt. Vous aviez souligné qu'il faut connaître sa menace pour pouvoir justement définir prêt-à-porter ou haute couture. De quoi a-t-on vraiment besoin pour l'identifier? Alors, pour commencer, de deux choses. Une analyse de risque et lire le panorama de la menace de l'agence. On l'a publié il n'y a pas très longtemps. Pour la majorité des PME, en fait, c'est assez simple. On est sur une problématique de menaces opportunistes, cybercriminelles. Les menaces étatiques, c'est plutôt réservé à certains secteurs très critiques, aux grosses entreprises, aux administrations évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être ciblé quand on est une PME, mais a priori, si on est ciblable par ce type de menace, on est supposé être au courant. C'est qu'on sait qu'on est quand même sur quelque chose de très critique. Donc la question, c'est finalement, c'est la cybercriminalité de masse. C'est la personne qui a même pas eu à développer son propre malware. Il est allé sur le dark web, sur la bonne place de marché. Il a acheté ça ou loué ça, parce que ça se loue aussi maintenant. On fait du ransomware as a service, quelques dizaines de dollars par mois, et puis il a lancé. C'est tout. Donc connaître la menace. Pour le dire simplement, il n'y a pas besoin de faire un travail très 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 long. Pour commencer, c'est finalement la menace opportuniste, la pêche au chalut, et est-ce que je suis capable d'y répondre ou pas? Ok, faut pas être dans la bonne maille, quoi. Dans la définition du marché d'opportunité qui est capable de prétendre faire de l'haute couture ou du mass market, Sébastien, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de confiance qui se pose? Est-ce qu'il n'y a pas là on a affaire à un auditoire qui sont pour la plupart des auditeurs des utilisateurs finaux, des consommateurs de cybersécurité. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut leur donner aujourd'hui pour leur permettre d'identifier un acteur de confiance sur la cybersécurité avec sa légitimité et pas un opportuniste du marché? C'est une question qui n'est pas évidente.
Je réponds parce que dans la vraie vie, j'ai compris. T'inquiète. on voit des bureauticiens qui vendent des photocopieurs et qui demandent du firewall, donc sans jamais avoir été formés par un firewall. Donc, où est cette légitimité? Comment est-ce qu'on l'identifie? On fait en sorte déjà de sélectionner les partenaires avec qui nous on travaille. Alors, je vais prendre notre exemple évidemment. Et nous, pour donner confiance aussi, on essaye d'aller chercher dans cet écosystème de la cyber, on essaie d'aller chercher les bonnes certifications, les bonnes qualifications pour montrer patte blanche quelque part. Ça veut dire que voilà, on n'est pas les seuls à dire qu'on est fort ou qu'on est sûr. On demande aux autres de nous vérifier. C'est un peu comme l'Euro NCAP pour les voitures. Hein. Si tu veux être certain que tu vas pas mourir dans un accident, il y a quelqu'un qui l'a testé pour toi avant. C'est exactement ça. Nous, on essaye d'avoir le maximum de labels de confiance. On a un représentant de l'ANSSI qui pourra en parler. Nous, vis-à-vis de nos partenaires, on va les former aussi. C'est-à-dire que nos partenaires, avant qu'on accepte qu'ils soient partenaires, il y a un cycle de formation pour qu'ils aient des personnes compétentes sur nos solutions qui puissent aller les déployer de façon efficace. Parce que pour nous, il y aurait quelque part rien de pire, même si je suis sûr que ça arrive, malheureusement, que quelqu'un qui déploie nos solutions, qui la configure mal et qui finalement fait pas son travail, que la solution ne soit pas efficace. Donc on doit s'assurer que nos partenaires, et je les remercie parce qu'ils sont globalement super compétents, se forment, ont des ingénieurs formés, comprennent nos produits et les déploient de façon sûre chez nos clients finaux. Bon, ce qui invite à dire globalement que si on doit aller chercher un outil de cybersécurité, aller le chercher chez un vendeur, pour simplifier le message, qui possède ou qui détient la capacité de démontrer qu'il a le niveau et la compétence reconnue par les il a des labels, nos labels, ou qu'il a... il y a plusieurs étages, ça qui est intéressant. T'as l'étage produit, t'as l'étage conseil, t'as l'étage intégration, et à chaque fois, il y a des labels, il y a des façons de reconnaître des gens de confiance. Il y a cybermalveillance qui en a, il y a l'ANSSI qui est la liste dont parlait tout à l'heure Gaëtan, et il faut s'appuyer dessus parce que c'est jamais évident, hein, surtout quand on est dans le dur dans une PME qu'on connaît pas ce monde, c'est jamais évident. Et il y a François qu'on déploie plein. Excusez-moi, j'ai perdu mon organe vocal. Est-ce que François, ces labels ou ces certifications sont des prérequis vraiment nécessaires et rassurants ou parfois un peu abusés? Alors, je t'invite pas à te tirer une balle dans le pied dans le métier que tu préconises. Je vais pas juger après du bien fondé. En fait, la conformité, son but à la base, c'est donner confiance a priori, permettre une lisibilité et pas perdre du temps à qualifier tout le monde ou à le faire soi-même. Le principe du métier d'auditeur de certification, c'est de faire un audit via un organisme selon des protocoles et des règles qui sont définis avec des normes connues, reconnues et prouvées, pour éviter que chaque client vienne auditer lui-même son fournisseur 10 fois, et donc du coup de factoriser. Alors après, pour que ça puisse fonctionner, il faut des normes. Donc les normes, alors on parle parfois des normes réglementaires, les lois, ça c'est pas l'ISO qui les fait. Il y a des normes ISO, donc ça c'est notre spécialité. Mais il y a d'autres cadres. Ce qui est intéressant, c'est que, alors moi je participe aux travaux de normalisation aussi, c'est le fruit d'un consensus entre des pays. L'avantage, c'est ce qui est publié, c'est reconnu dans plein de pays. Bon, l'inconvénient, c'est que c'est le fruit d'un consensus mou, donc ça ne sortira que ce sur quoi tout est d'accord. Bon, faut faire avec. Une norme, ça a pour but, donc une certification va avoir pour but par rapport à un cadre connu et reconnu, de pouvoir établir une conformité et donc dire ces points-là ont été faits, ont été vus, etc. Sachant que la norme ISO 27001 dont on parle pour la cybersécurité, elle ne dit pas comment faire, elle va dire quoi faire. Et donc là, on a le cadre prêt à porter. Cette norme-là, elle est accessible à tout le monde, y compris à ceux qui veulent pas se certifier. Hein. Ça peut être une méthode pour trouver sa voie, et on commence par se poser des questions de contexte, d'objectifs, de leadership, de ressources, et on peut laisser les autres. Quand il s'agit de la certification, là, il va falloir passer par tout le cadre et formaliser une analyse de risque. Et c'est là qu'après, on va pointer du doigt des aspects peut-être spécifiques qui vont permettre de trouver des risques spécifiques et de choisir entre le prêt-à-porter. Mais cette partie sur mesure pour se caractériser permet ensuite d'optimiser les ressources pour pas se tromper, sinon il y a le GSD ou... Est-ce qu'en cybersécurité, il y a une norme plus qu'une autre qui est vraiment préconisée pour, en tous les cas, un prestataire de conseil ou un acteur économique de la vente, de dire moi je l'ai et je sais à peu près de quoi je parle? Alors, sans faire de la compétition, mais il y a des enquêtes ISO qui permettent de chiffrer par pays dans le monde entier, etc., les certifications. En France, à fin 2022, il y avait à peu près 900 certifications ISO 27001.
c'est quelque chose qui aujourd'hui quand même se déploie, sachant que c'est demandé par le marché, c'est parfois demandé dans des appels d'offres, c'est parfois demandé par des donneurs d'ordre. Moi qui ai audité il y a longtemps des sociétés comme Orange ou BNP, donc c'est des donneurs d'ordre qui ont passé des certifications et qui en demandaient aussi ou qui imposaient parfois ces choses-là. Maintenant, il y a plein d'autres outils. Pour moi, le but est dans le chemin. Donc, quand on n'a pas le choix, que c'est votre marché qui vous le demande, c'est votre client qui vous le demande, vous vous adaptez. Souvent, c'est le business, c'est l'argent, c'est le patron, il sait entendre ça. Mais sinon, il y a plein d'outils différents. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut pas forcément multiplier les outils ou prendre des outils et des démarches qui sont incompatibles si déjà on doit se saisir du sujet de cybersécurité sur lequel on n'est pas forcément complètement à l'aise, parce que il y a autant de normes utiles que de yaourts dans un supermarché. On peut avoir pour tous les goûts, mais on va pas forcément à tout mixer ou tout goûter. On n'a pas forcément ni le temps ni l'argent. Donc la 27001, c'est un minimum rassurant, c'est ça? Oui. Alors pour moi, je dis souvent à mes clients, ils sont très contents quand ils ont la certification. Alors ce que je leur dis deux choses. Je leur dis, c'est super, mais c'est ce qui compte, c'est maintenant, c'est de la garder. Donc le plus dur, c'est de la garder et effectivement de quand même bien en profiter. Mais de continuer on a parlé de la route d'Hemming ou de l'amélioration continue, c'est ensuite, alors nous, le but c'est que nos clients ensuite soient autonomes, c'est-à-dire qu'ils tracent leur route et que parfois ils nous rappellent par rapport à des changements, une analyse des risques, une extension, une nouvelle société, on est racheté, etc. Mais la maîtrise, c'est eux qui l'ont et qu'en fait ils aient la capacité à piloter ça. Et ce que je leur dis aussi, c'est que la 27001, c'est le bac. C'est le niveau minimum pour moi de questions et d'introspection qu'il faudrait se poser de façon méthodique, mais pour lequel d'autres chemins peuvent fonctionner aussi bien. C'est pas la seule façon de trouver ces objectifs de sécurité de la rassurer, mais que ensuite, pour aller dans des gammes plus critiques ou plus sensibles, c'est pour ça qu'il y a des référentiels à l'ANSSI, c'est pour ça qu'il y a des certifications EL4+, des critères communs, des PACS, justement, du Secnum Cloud. Gaëtan Poncelin de Rocco, pouvez nous parler de une ou deux certifications qui pourraient être rassurantes pour les clients finaux vis-à-vis des prestataires de services numériques? Toutes les certifications de l'agence. Non mais n'exagérez pas, le but du jeu, c'est d'avoir un prérequis minimum sur lequel au moins on peut se dire, bon, je m'adresse pas à un vendeur de baguettes qui a décidé de faire du numérique demain. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si l'idée, c'est effectivement de commencer à appréhender le sujet, l'ISO, c'est très bien. Ça permet déjà de se poser un certain nombre de questions. Ça permet de tracer un chemin et effectivement la question ça va être comment on continue derrière. Si l'idée c'est de se faire accompagner sur des problématiques un peu plus spécifiques, je dirais qu'il y en a deux essentiellement en ce qui concerne les certifications de l'agence. Ça va être PACS et PACI. Parce qu'après, alors vous pouvez brièvement nous décrire les deux? Oui, ça c'est les prestataires d'audit et les prestataires d'accompagnement. Le sujet derrière, c'est quoi? C'est de s'assurer qu'on ait des entités qui soient conformes à un certain référentiel. Et en plus, ces prestataires-là, comme on les a sur le site de l'agence, globalement, on les a quand même pas mal triturés. Donc on sait que c'est des gens qui sont réellement sérieux au-delà d'une conformité simple à un référentiel. Si vous avez d'autres problèmes après, si vous voulez aller plus loin, mais là c'est uniquement dans un second temps, si vous voulez aller plus loin sur des détections, on a des P10 par exemple, les prestataires de détection d'incidents. Si vous êtes dans le cadre d'une remédiation, on a les PRIS. Mais globalement, premier niveau, notamment pour les PME, c'est soit de l'ISO, soit en ce qui nous concerne pour les référentiels de l'agence, les PACS et les PACI. Avant de conclure et de passer aux questions, parce que c'est fascinant et ça va vite, concernant la NIS 2, la transposition est très attendue, et il y a énormément d'entreprises qui n'étaient pas soumises à une soumission justement de conformité ou de réglementation, parce qu'elles étaient dans des cadres opérationnels qui ne répondaient pas à ces principes de conformité. Demain, une petite TPE ou une petite PME, je suis bien placé pour le savoir, parce qu'en Suisse, on a des petites boîtes de 10 personnes qui fournissent un composant qui fait que les avions décollent tous les jours, donc vous voyez, ça tient pas grand-chose parfois, vont devoir se soumettre à des niveaux de sûreté, de conformité, qui sont aussi bien exigibles pour un très grand compte très sensible que demain pour la petite TPE de 10 personnes. Comment est-ce qu'on va pouvoir leur imposer ça sans que ça les fasse exploser ? Alors première chose, les TPE, sauf dans le cas extrêmement particulier des TPE qui seraient déclarés OIV et pour lesquels il n'y a rien qui change. Il y en a très peu, oui. Voilà. Les TPE ne sont pas assujettis à NIS 2. Donc la question, c'est plutôt une question de relation contractuelle avec leurs clients.
Ça va pas changer ça, parce que on a identifié des petits prestataires de 20-30 personnes qui répondaient pas aux critères financiers, etc. De la NIS 2 et qui finalement fournissent un composant stratégique de la dissuasion nucléaire ou autre. Non, quand on est sur des composants stratégiques, et il faut être très clair, on a une commande au niveau de l'agence de proposer un projet de loi qui ne propose pas de surtransposition de NIS 2 en droit français. Donc là, la question qui va se poser, c'est est-ce que l'entité a vocation à être déclarée OIV, ce qui est autre chose. D'accord. La question va se poser à peu près de la même manière pour la majorité des PME. En fait, pour les PME, la première chose à se dire, c'est pas est-ce que je suis assujetti à NIS 2 ou pas. NIS 2, c'est qu'une réponse à une menace. C'est est-ce que je suis susceptible d'être attaqué. Et pour mémoire, on n'a plus besoin d'être ciblé quand on est une PME pour être victime. La deuxième chose, c'est de se dire c'est totalement nouveau, je ne saurais pas faire. Alors pour commencer, pour ces entités dont on parle, la directive a prévu 2 niveaux, les entités essentielles et les entités importantes. On parle d'entités importantes, avec des critères qui seront proportionnés. Notre directeur général l'a dit hier dans sa keynote, on va vers une logique qui est une logique d'hygiène, de sécurité. Et c'est pas totalement nouveau. C'est faux de dire aujourd'hui qu'une entité, même une TPE, aujourd'hui n'a pas d'obligation. Il y a un truc qui existe avec un régulateur qui n'est pas l'agence, c'est le RGPD. Et le RGPD, tout le monde y a droit, quelle que soit la taille. Et le RGPD, il y a quand même un certain nombre de problématiques de cybersécurité. Ça pose des questions d'ailleurs, dans les échanges qu'on a aujourd'hui avec la CNIL, qui nous dit mais en fait vous êtes moins 10 ans que nous, ça marche pas. En pratique aujourd'hui on est vraiment sur une logique de dire, on en parlait tout à l'heure, les premiers guides, les règles vraiment de base, d'hygiène, c'est ça sur lequel on va insister pour toutes les entités importantes et donc en particulier pour les plus petites des entités, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs. La question c'est, faites en sorte de respecter un minimum d'hygiène et pour une partie des règles d'hygiène, c'est des règles que j'aborde dans le cadre de sensibilisation sur des enfants à partir de 8 ans. On doit pouvoir. Oui, ça doit commencer là. Ouais. Au Danemark, il commence à 6 ans, c'est des ayatollahs. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais vous demander à chacun, et je vous ai demandé de préparer votre synthèse. Vous avez 1 minute et pas une de plus. C'est 60 secondes, ça va vite. Lumna, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, conclure cette question prêt-à-porter ou haute couture suite à l'ensemble des échanges qu'on vient d'avoir et la conclusion que tu t'en fais? Je crois qu'on a bien compris que si on ne connaît pas sa menace ou les risques de son entreprise, il faut se la poser. Tout le monde est unanime avec ça. Tout le monde doit le faire à minima, et que vous, chacun dans la salle, devez sensibiliser autour de vous. M'engueule pas, c'est à eux que tu t'adresses. Mais je le dis de manière très large, il faut absolument le faire pour que l'hygiène numérique soit bien appliquée par tous, tout âge, tout métier, toute profession. Qu'après, quand on a fait son analyse de risque, le prêt-à-porter ou la haute couture, j'ai envie de dire, dans votre dressing, vous avez bien un peu les deux, parce que vous savez qu'il y a des choses que vous allez porter régulièrement et d'autres sur lesquelles vous devez plus vous protéger. Donc c'est là où le bas blesse. Il faut absolument savoir ce dont on a besoin pour l'utiliser au bon moment et mettre les moyens financiers et humains là où il faut. Bon, et on peut se retourner vers le FUSIF pour aller chercher des informations et de l'accompagnement. Bien sûr. Enfin, on travaille au bout de 4 ans, on va finir par, j'ose espérer, avoir notre reconnaissance d'utilité publique. On porte ces messages-là pour l'intérêt général, pour parler en dehors aussi de ces événements qui nous réunissent dans l'écosystème. Mais c'est le au-delà, cette résilience de la nation, finalement, de tous. Ça va sur un travail collectif et ensemble, on va beaucoup plus loin. Ok, merci beaucoup. Et ça, toutes les entreprises peuvent s'adresser au CLUSIF demain, quel que soit. Toutes les entreprises, en fait, on a des adhérents qui sont à la fois des acteurs de la cyber et des utilisateurs en toute équité, en toute parité, parce que c'est un travail collectif et de partage. Fantastique. Merci beaucoup. Laurent. Ouais, moi j'ai une phrase mantra, c'est seul je me désole et à plusieurs je me console. Je vous invite tous, si vous faites pas partie, alors tu as parlé Lumina du CLUSIF, il y a le Césin, il y a plein d'associations aussi en région. Il y en a plein. Restez pas seul. Clairement, ne restez pas seul et soyez pragmatiques. On ne demande pas de couvrir tous les risques, on ne demande pas de tout faire d'un coup. En même temps, ne portez pas la charge mentale de cet élément-là. Aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de RSSI. Au Césan, on a fait un article sur le risque mental autour des métiers de la cyber. C'est des métiers qui sont assez exposés.
encore une fois, moi je vous invite à en parler autour de vous, à ne pas rester seul, à échanger avec vos pairs. En échangeant, vous ferez votre propre idée. Moi, j'ai pas besoin de vous convaincre s'il faut aller plutôt vers du prêt-à-porter ou de la haute couture. Chacun a son avis parce que chacun est dans une entreprise où il y a des différences et il y a des éléments à prendre en compte. Simplement, voilà. Échangez autour de vous, parlez-en, restez pas seul. C'est par ce biais-là en fait que votre façon de penser va se structurer, et c'est par ce biais-là que vous pourrez aussi amener des éléments contradictoires si jamais vous avez un board qui vous dit non c'est trop cher, non ça ne marche pas, non ça nous correspond pas. Vous pourrez être beaucoup plus factuel par rapport à ça. Merci Laurent. François? Nous, ma conviction et la conviction qu'on a chez Trax, c'est que la sécurité ne marche que quand elle est portée dans l'entreprise par les acteurs de l'entreprise. Et que du coup, si on ne sait pas par quel bout le prendre, c'est là qu'il faut être accompagné ou catalysé au début avec une approche pas sur mesure mais spécifique et peut-être pas forcément industrielle. Et à partir de ce moment-là, les acteurs du coup en puissance savent soit choisir les personnes qui vont les accompagner pour trouver les solutions dont ils ont besoin. On revient aux besoins de sécurité par rapport aux menaces. Et là, on peut effectivement se donner la possibilité d'aller au prêt-à-porter. Une TPE, je pense pas qu'elle puisse, dans la plupart des cas, acheter des solutions sur mesure. Donc, c'est juste cette approche spécifique et le fait de se saisir du sujet en interne et de se faire aider pour le prendre qui peut permettre effectivement à la PME de savoir ensuite vers qui s'adresser en toute confiance avec des solutions sécurisées, certifiées si elle le souhaite et si c'est nécessaire. Merci. Gaëtan Poncelin de recours, s'il vous plaît. Alors, haute couture ou prêt-à-porter pour une PME, c'est assez simple. Quand vous cherchez à sécuriser des choses chez vous, dans votre domicile, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la boîte qui fait les coffres de la Banque de France. Par contre, vous avez peut-être besoin d'avoir un petit coffre dans un coin parce qu'il y a 2-3 choses auxquelles vous tenez. C'est même pas forcément qu'elles ont une grande valeur. Dans ces cas-là, vous avez le coffre. Ça, c'est la haute couture. Par contre, vous avez besoin du prêt-à-porter et ce serait dommage qu'il n'y ait pas de porte d'entrée. Pas mal. Sébastien? Je pense que la question est, quand on bosse dans une PME aujourd'hui, quand on voit la complexité à faire du business, à faire vivre sa boîte, moi je crois que le rôle des industriels, c'est justement de faire en sorte qu'on n'ait pas à se préoccuper de la cybersécurité. C'est de fournir toute l'expérience qu'on a acquis justement en faisant des dizaines d'années de haute couture, d'arriver à l'amener au prêt-à-porter. Moi personnellement, dans mon dressing, j'ai pas de haute couture. J'ai jamais fait faire un vêtement sur mesure et je pense que ça va continuer comme ça et c'est ce que nous, industriels, on doit apporter aux PME, leur simplifier la vie, faire en sorte qu'elles héritent de tout ce qu'on a acquis dans le passé, tout ce qu'on continue d'acquérir. Et voilà, notre mission en tant qu'entreprise, en tant qu'expert, c'est ça. C'est leur apporter le meilleur sans qu'ils aient à s'en préoccuper. Donc du prêt-à-porter de haute qualité, on va dire. Alors, on peut l'amener comme ça. Exactement. Magnifique. Et Made in France. Alors j'en conclus qu'il faut évaluer sa menace, il faut gérer sa charge mentale, il faut surtout ne pas rester seul. Ça c'est un RSSI d'expérience qui parle et qui a réveillé son directeur financier d'un coma depuis 2 mois. Il faut toujours se faire aider et sous les recommandations de l'ANSSI, on a toujours quelque chose à protéger et prendre le coffre qui est adapté à la nature de la protection que l'on veut y mettre. C'est ça qu'on peut en conclure. Vous êtes bien d'accord ? Fantastique. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Gaëtan Poncelin de recours, vous êtes sous-directeur de l'agence. Sous-directeur stratégique de l'agence, pour votre intervention, Lumna Duluc. Merci de ta participation au nom d'Occlusif. Laurent Petit, RSSI d'Everial, si vous voulez conserver des choses très très longtemps. Voilà, justement, c'est ton sujet. François Laurec, pour la conformité, il va vous donner plein d'ISO. Enfin, vous voyez avec lui. Sébastien Vous, directeur cybersécurité et management chez Storm Shield. Pour cette réunion. Est-ce que vous avez des questions pour nos orateurs ? Petit lever de main et on vous jette un micro. Marley vous l'amène de ce pas. Non, pas de questions. Vous pouvez aller les voir en off. Alors, merci beaucoup. Pas de questions 1 fois, pas de questions 2 fois, pas de questions 3 fois. Eh ben, j'espère que vous aurez appris quelques trucs. Merci beaucoup pour votre écoute. Je suis Franz Sambavier, CEO du BECOM, et j'étais honoreux de pouvoir animer cette séance avec vous. Je vous souhaite une très bonne fin de salon pour ce retour et bon retour chez vous pour ceux qui repartent. Merci.